les titres de ce 20h30, le président Alpha Condé visite quelques unités industrielles du côté de Kagbélé. Il est allé encourager l'élan pris par ces usines en matière de production locale. Et puis des embouteillages au niveau des 4 ponts de Tanéné à cause des travaux, mais pas pour longtemps. L'entreprise chargée de la rénovation promet de finir avant le délai contractuel. Enfin, inauguration d'un nouveau vestibule à Farana. Qu'est-ce qu'un vestibule et quel est son rôle dans la société traditionnelle africaine? Notre reporter Ansuman Toumani Kamara sera là pour vous donner les réponses. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Bienvenue dans ce journal qu'on entame par ce message départ du président de la République, professeur Alpha Condé, à son Excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur le Président, c'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la terrible nouvelle du crash d'un avion militaire ce 11 avril 2018 près de Boufarik, faisant 257 morts. En cette douloureuse circonstance, je voudrais exprimer à votre endroit ainsi qu'à l'endroit du peuple algérien toute la compassion et la solidarité du peuple et du gouvernement de la République de Guinée. Nos condoléances les plus émues vont aux familles éplorées et à tout le peuple algérien. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Conakry, le 11 avril 2018, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Cette audience du côté de Serre-Touréa, construction de 20 000 logements sociaux à Kobaya, dans la commune de Ratoma, le président de la République, professeur Alpha Condé, en parle avec les responsables d'une société chinoise. C'était ce matin même au cours d'une audience au palais Serre-Touréa. Sanassi Keita. La construction des logements sociaux. C'est l'objectif de ces responsables de la société chinoise Mar Grandioso. Reçu en audience ce mercredi 11 avril 2018 au Palais Sékou Touréa par le président de la République, le président directeur général de cette société chinoise, en compagnie de ses techniciens, a témoigné au professeur Alpha Condé de son souhait de répondre aux besoins du peuple de Guinée en matière d'habitation sociale. En fait, on a reçu par son Excellence, Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est sur le sujet de discussion de l'écoulement des logements sociaux sur le terrain de Kobaya. Et nous aurons lieu une grande cérémonie de pose de la première pierre d'ouverture pour le 27 avril matin à 10h sur le terrain de Kobaya. Programmons construire le 20 000 logements dans 5 ans. Le directeur général de la SONAPI, Société d'aménagement et de promotion immobilière, est réconforté par cette initiative visant à améliorer substantiellement le paysage architectural de la capitale. Le programme, la vision du président de la République pour donner des logements décents aux Guinéens est en très bonne marche avec nos partenaires de Mario Grandioso. Et ils vous ont annoncé pouvoir mettre en œuvre 20 000 logements dans la zone de Kobaya-Lambandji. Et nous avons d'autres très grands programmes faits par nous-mêmes, la SONAPI, 314 logements à Ketaya, et la vision du président de la République, des logements sociaux en géobétrie un peu partout dans le pays, à Kankan, Sigiri, Labé, Farana. Donc c'est dire vraiment que le souci que les Guinéens puissent accéder à des logements décents est mis en priorité. Le 27 de ce mois d'avril, la société chinoise Mar Grandioso entend débuter les travaux de construction de ces 20 000 logements sociaux à Kobaya, dans la commune de Ratoma. Je vous le disais dans les titres, pour booster l'industrialisation du pays, la politique mise en place par le président de la République fait du succès. Les industries locales se multiplient, appuyées par des banques prêtes à accorder des crédits. Résultat, la Guinée n'importe plus de ciment, encore moins de farine ou d'aliments pour le bétail ou la volaille. Pour encourager cet élan, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est rendu dans quelques unités industrielles du côté de Kagbélé. Je vous propose de suivre les temps forts de cette visite de terrain avec Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti Silla et Boubacar Souma.
L'industrialisation de la Guinée, le président Alpha Condé en fait une grande priorité. Ainsi, le pays n'importe presque plus de farine et de ciment. Les moulins de Guinée, groupe Tafagi, et les moulins d'Afrique, groupe Sonoko, couvrent les besoins du marché guinéen en matière de farine, d'aliments de bétail et de volaille. Mieux, ils en exportent dans la sous-région ouest africaine. Le président Alpha Condé, accompagné de plusieurs de ses proches collaborateurs, s'est rendu dans les installations techniques de ces industries mardi 10 avril 2018. Première étape, les grands moulins de Conakry, groupe Tafagi, ici au quartier Kagbelin, dans la préfecture de Debreka. Ici, de nouvelles installations vont jaillir de la terre, dans le but de doubler la production d'aliments de bétail et de volailles tirés de son de blé. C'est un site agroalimentaire. Oui. Donc avec la première activité, ça a été la production de farine de blé pour la boulangerie-pâtisserie. Avec un premier moulin de 600 tonnes de blé, donc 480 tonnes de farine. Une extension actuelle à 900 tonnes, donc 700 tonnes de farine. Et maintenant, une usine de nutrition animale pour faire de l'aliment poulet, bovin, ovin, caprin. De 240 tonnes jour, qu'on peut facilement, d'ici 6 mois à 1 an, doubler la capacité. Et l'extension du site agroalimentaire, elle est également sur la valorisation de la farine. Pour faire des biscuits, donc 3 lignes de biscuits, pour faire des lignes de pâtes, 4 lignes de pâtes, noodles, c'est les pâtes chinoises, et les spaghettis. Et également d'autres lignes de valorisation de produits à base de farine. Et également produits issus de production guinéenne. Ce qui est important pour l'usine de production animale, d'aliments pour animaux, c'est d'utiliser un maximum d'ingrédients guinéens. Produisons guinéens, transformons guinéens, consommons guinéens, afin qu'on soit sûr de nos aliments et qu'on puisse faire travailler tous nos agriculteurs qui en ont besoin. Donc nous, on va pouvoir garantir un prix de marché à tous les producteurs de maïs, de soya, c'est ce qui est très important. Également, en transformant l'aliment, on va faire une valeur ajoutée afin que tout ce qui est élevage puisse avoir des gains de productivité au niveau de leurs animaux, que la chaîne alimentaire soit bien respectée en termes de productivité, c'est-à-dire des poulets bien formés, bien protégés au niveau sanitaire et également au niveau alimentaire, et qu'on puisse avoir sur le marché enfin suffisamment de poulets guinéens pour nourrir la population à un bon prix. Le site à l'heure actuelle, c'est 500 personnes, le moulin plus la nutrition animale, avec l'extension seconde transformation, c'est 1000 personnes. Donc ça fait 1000 familles, et en point indirect, on va toucher quasiment peut-être 120 000 personnes. Constat, tout le circuit de production est informatisé et des mesures anti-pollution sont de rigueur. Ce qui est important ici, c'est que les usines sont des derniers modèles, c'est-à-dire tout est mécanisé. Vous voyez par exemple, ils ont un onduleur de 5000 kVA. Ça veut dire que, quelles que soient les variations de courant, ça n'a pas d'effet sur la machine. Ensuite, vous voyez, c'est des jeunes Guinéens, vous avez vu Condé et Conté, qui sont sur tout est mécanisé. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, parce qu'il y a les main-d'œuvre pour le transport des sacs, etc. Vous verrez aussi que l'usine de Kenko aussi est aussi extrêmement moderne. Donc, c'est une usine de dernière qualité qui donne la farine de très bonne qualité, ce qui peut nous permettre de faire de bons pains. Par exemple, Kenyo fait actuellement, il fait du pain de campagne, alors qu'ici en Guinée on ne faisait que le tapalapa, qui n'est pas du bon pain du tout. Donc avec ces usines, non seulement on peut faire le pain de campagne, on peut faire toutes sortes de gâteaux, et on n'aura plus besoin d'importer. Mais l'usine d'alimentation de bétail est fondamentale, parce que nous voulons, la Guinée est un grand pays d'élevage, mais on n'en bénéficie pas parce que nos vaches sont maigres. On est en train de créer une banque d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. La banque sera créée demain. Donc on va les accompagner, c'est-à-dire ils vont avoir le crédit pour acheter l'alimentation de bétail dans un premier temps. Mais évidemment, quand ils vont avoir leur bétail, le revenu sera beaucoup plus tard, ils n'auront plus besoin. Peut-être la banque va les accompagner pendant 2 ans après, ils seront autosuffisants eux-mêmes. Parce que le prix de l'alimentation de bétail, par exemple, si je prends les poussins, on va vendre aux femmes un poussin à 1000 francs. Au bout de 35 jours, il va avoir un poulet de 2 kg. Vous savez qu'un poulet de 2 kg, ça coûte plus de 20 000 francs. Donc pour 1000 francs d'achat et peut-être 3 000 francs, 4 000 francs d'alimentation de bétail, pour moins de 5 000 francs, elle va avoir un revenu de 20 000 francs par poulet. Donc ça sera à peu près la même chose pour le leveur. Donc au bout d'un an, elle n'a plus besoin de l'emprunt bancaire, etc. Elle aura son propre fonds de roulement. Mais ça, c'est pour les petits éleveurs qu'on va accompagner. Les gros éleveurs, ils ont le moyen.
Mais puisqu'on veut élargir, il faut que tous les petits éleveurs puissent utiliser l'alimentation de bétail et même le gouvernement, nous allons faire à Famouléa et à Boké. Nous-mêmes, on va faire des fermes, il y a la ferme de Famouléa et de Boké. On va au moins 400 vaches chacun pour que le gouvernement même fasse l'insémination afin d'encourager les paysans. Deuxième étape, les moulins d'Afrique, groupe Sonoko, ici au quartier Sonfonia, dans la commune de Ratoma. Ici aussi, la production de la farine va doubler d'ici fin d'année pour passer de 700 tonnes par jour à 1400 tonnes. Il en va de même pour les produits destinés à l'alimentation du bétail et de la volaille. Le professeur Président Alpha Condé, depuis qu'il est arrivé, les banques nationales et les banques internationales ont eu confiance dans le secteur privé guinéen, ils ont eu confiance au gouvernement guinéen, ils ont accepté de nous financer. C'est pourquoi, vous voyez, on a inauguré l'auto-easing en 2014. Maintenant, on est en train de faire l'extension dans 3 mois. On va inaugurer l'extension de doubler les capacités. Maintenant, ce qu'on est en train de doubler là, il y a une assurance de valeur. Par exemple, on va faire tous les produits qui vont sortir de farine. Par exemple, aliments de bétail, biscuiterie, pâtes alimentaires, tout ce que ça va avec les farines, c'est ce qu'on compte faire partie de maintenant. Je peux vous dire, dans le groupe Sonoko, tout et tout, on se dit, on a plus de 500 employés directs, on a plus de 1000 employés indirects. Des performances dues à la qualité des installations et à la politique d'appui au secteur privé guinéen initiée par le président Alpha Condé, politique appliquée par le gouvernement. Il y a 2 facteurs essentiels pour encourager l'investissement, c'est la mise à disposition des terres et l'allègement des investissements. L'État met à la disposition des espaces en zone industrielle pour les industriels et crée les conditions pour favoriser une exonération sur les investissements en termes d'équipement et matériel pour les industriels. L'usine de ciment Guinée Industrie du groupe GI est l'autre merveille industrielle de l'ère Alpha Condé. Guinée Industrie ravitaille en ciment tous les grands chantiers du pays, y compris la construction du barrage hydroélectrique Soapiti. Dans cette lancée, la production va doubler dans 2 mois pour passer de 700 000 tonnes par an à 1 400 000 tonnes. En ciment, actuellement, nous avons une capacité de production annuelle de 750 000 tonnes et nous passons très bientôt à 1 400 000 tonnes. Quand je dis très bientôt, c'est une question de 2 à 3 mois au maximum. Nous serons opérationnels dans ce domaine-là. La chose la plus importante, nous nous concentrons toujours sur la qualité. Nous produisons des produits de qualité, nous tenons à la qualité. C'est ce qui fait la continuité et la confiance du consommateur guinéen. Nous avons à peu près 1100 emplois entre directs et indirects, tout confondu. Avec l'extension qu'on est en train de finir, nous pensons une augmentation d'emplois entre 15 et 20%. Et puis avec les projets qu'on envisage pour les années à venir aussi, c'est un grand souci qu'on a, c'est de créer de l'emploi dans ce pays-là. Je remercie bien Monsieur le Président pour cette attention qu'il a donnée aux industriels et qu'il donne chaque jour aux industriels. Si vous voyez dans ces 5-6 ans, il y a eu assez de croissance dans le domaine industriel, c'est dû à la politique de Monsieur le Président. Autant de progrès et de perspectives dans l'industrialisation de la Guinée que le président Alpha Condé tient à renforcer. Objectif, améliorer la croissance économique du pays et attirer d'autres grands investisseurs. Nous voulons industrialiser la Guinée, mais sans les inconvénients de l'industrie des pays développés, c'est-à-dire sans la pollution. C'est pourquoi nous exigeons que toutes les usines aillent vers la technologie la plus avancée. Et moi, je suis fier parce que lorsque nous avons visité les usines ici, avec les Italiens, ils ont dit qu'un moulin comme ça n'existe même pas en Italie. C'est-à-dire que les moulins en Guinée sont plus modernes et plus performants que les moulins qu'il y a en Europe aujourd'hui parce qu'on a la chance d'avoir des derniers cris. C'est-à-dire, étant donné que la science évolue, il y a un progrès, l'accélération de l'histoire, nous allons vers des technologies les plus avancées qui non seulement ont une plus grande production, mais ne sont pas polluants, donc ça protège l'environnement. Évidemment, et ça permet aussi à la fois aux intellectuels, c'est-à-dire les jeunes et diplômés, de travailler parce que vous avez par exemple pour travailler sur les ordinateurs, tout ça, mais en même temps ça donne du travail aux manœuvres, mais surtout nous avons besoin d'employer nos enfants qui sont à l'école, parce que pour travailler tout de suite une machine automatique, il faut des gens qui mettent de nouvelles technologies. Vous avez par exemple Condé et Conté, quand nous avons été à l'usine de ciment, que c'est eux qui manipulent tout. C'est-à-dire l'élevage, comme je vous ai expliqué, nous allons faire l'insémination, les Marocains nous ont accompagnés, on a la machine à l'azote, on
On a des jeunes qui sont formés. Donc on va commencer l'insémination durant le mois de juin parce que nos bœufs sont très maigres, 150 kg. On peut avoir des bœufs de 500 kg, 600 kg. Et ensuite, ça met fin au conflit entre les éleveurs et les paysans. Parce que les éleveurs, on va les amener à faire des enclos ou garder leurs bœufs. Ils vont dire, mais quand on envoie les bœufs dans les champs, on ne paye pas l'herbe. Mais ce que vous oubliez, c'est que l'herbe ne donne pas beaucoup de chair. Par contre, si la chair, par exemple, pour 100 000 francs d'alimentation de bétail, et que son béquet de 500 kg fait 500 kg, il est évidemment que 350 kg de viande, c'est largement supérieur aux 100 000 francs. Dans cette dynamique, le gouvernement s'emploie davantage à amoindrir les difficultés dues aux facteurs internes, au nombre desquels le déficit de courant électrique et des difficultés liées au transport. L'autonomisation des femmes et des jeunes est un autre domaine dans lequel s'investit personnellement le président Alpha Condé. Sous son leadership, 165 milliards de francs guinéens. C'est le montant que Paul Fokam, le parrain international du modèle MUFA et MC2, met à la disposition de Afriland First Bank en Guinée en faveur des couches défavorisées. Un accord que saluent les femmes et les jeunes. Tchernos Mandjalo. Après 3 ans d'évolution, les mutuelles financières des femmes africaines de Guinée et les mutuelles communautaires de croissance enregistrent des résultats qui poussent les responsables à la recherche de financement pour satisfaire des demandes de plus en plus nombreuses des jeunes et des femmes désireux d'entreprendre et sortir de la pauvreté. Jusque-là, 65 milliards de francs guinéens ont été octroyés à travers ces micro-banques particulières. La signature de la convention de financement entre Afriland First Group et Afriland First Bank Guinée va permettre d'injecter 165 milliards de francs guinéens dans leur développement. Une vraie bouffée d'oxygène pour l'ensemble des mutuelles. Nous avons beaucoup plus de mutualistes et les ressources commençaient à être minimes par rapport aux besoins exprimés par les mutualistes. Donc c'est une bonne opportunité que nous allons saisir et nous allons fructifier la part que nous allons avoir au niveau de notre MUFA. Avec cette annonce-là, vraiment, on se retourne à zéro, contente et à l'aise. Nos femmes seront à l'aise. Les MUFA et MC2 sont une initiative présidentielle destinée à financer les projets portés par les jeunes et les femmes. On dénombre 65 unités fonctionnelles à travers le pays. Plus de 50 autres sont en cours de formation. Vraiment, c'est une joie immense. Ça rentre directement sur ce que le professeur Alpha Condé a promis pour la jeunesse de la Guinée. Parce que quand il est venu, il dit qu'il a dédié son mandat à la jeunesse et les femmes. Avec un taux de remboursement des crédits évalué à 98%, le travail effectué dans les MUFA et les MC2 rassure les partenaires et le gouvernement. Elle le rembourse et puis les femmes guinéennes travaillent, vous l'avez suivi. Et il a dit que les femmes ont eu confiance et lui-même il a vu que les femmes travaillent. Elles travaillent, elles remboursent. Lorsqu'elles prennent des crédits, elles remboursent. Elles investissent dans le développement de leur activité génératrice de revenus. Et par ricochet, cela se ressent sur les enfants, sur la famille en général. À l'horizon 2020, les autorités comptent sortir 1 million de femmes de la pauvreté, un défi qui passe par l'accès au financement, d'où l'enjeu de cette signature historique dans la vie des MUFA et MC2 en Guinée. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet élément juste après ce journal. Santé, une équipe de médecins neurochirurgiens chinois séjourne depuis quelques jours à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Elle est venue apporter du matériel de laboratoire, mais aussi partager son expérience avec ses homologues guinéens dans la prise en charge de certaines malformations. Reportage Samara Tolno. Les responsables de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne reçoivent une équipe de médecins chinois. La mission est essentiellement composée de neurochirurgiens et de pédiatres. Avec leurs homologues guinéens, ces experts sont venus partager leur expérience dans le domaine de la neurochirurgie. On vient ici pour organiser une formation en neurochirurgie et on veut faire une dizaine d'interventions en Guinée pour le peuple guinéen. On traite principalement l'hydrocéphalie infantile. Oui, c'est une maladie en neurochirurgie infantile. Cette mission vise à appuyer la Guinée dans la prise en charge des hydrocéphalies.
Dans cet hôpital, des équipements composés du matériel médico-chirurgical, des médicaments et autres consommables au bloc opératoire sont offerts par la délégation chinoise. La valeur du don est estimée à près de 2 milliards de francs guinéens. Des outils de travail qui devront contribuer à l'amélioration des compétences des médecins guinéens. Nous étions en manque d'un certain nombre de matériel pour réaliser des types spécifiques d'intervention chirurgicale. Grâce à ce matériel, nous pouvons encore mieux faire ce qu'on avait l'habitude de faire et même faire ce qu'on n'avait pas encore commencé par manque de matériel. À côté de cet équipement qui est d'une importance capitale, il y a aussi ce qu'on ne peut pas estimer. C'est la formation qui va être organisée par cette équipe sur place ici. Elle va échanger avec nos collègues, elle va remonter le niveau de connaissance et le niveau technique dans la pratique de la neurochirurgie dans notre hôpital, mais aussi dans les hôpitaux de la capitale. L'envoi des missions médicales chinoises en Guinée est une tradition vieille de 50 ans. Pour célébrer cette coopération médicale entre la Chine et la Guinée, une conférence internationale est prévue à la fin de ce mois d'avril. Au cours de cette réunion, des travaux seront axés sur la prise en charge de l'hydrocéphalie chez les enfants et des thèmes d'actualité médicale en Guinée. Dans l'actualité également, l'opération d'identification biométrique des agents de l'État qui avait été suspendue à cause de la crise dans le secteur de l'éducation reprend. Ce mercredi, des acteurs se sont retrouvés pour discuter de sa finalisation, une opération de biométrie qui concerne à ce jour plus de 42 000 fonctionnaires, dont 4 500 enseignants. Ils ont jusqu'à la fin de ce mois d'avril pour se faire enrôler au risque de voir geler leur salaire. Baba Kouyaté, Terna Kamisoko pour plus de précisions. Lancé en juin 2017, le recensement biométrique additionnel des agents de l'État se heurte à des difficultés sur le terrain. Selon les chiffres officiels du ministère de la fonction publique qui pilote l'opération, plus de 42 000 agents manquent toujours à l'appel pour diverses raisons. Pour inverser la tendance, les responsables de la fonction publique échangent avec ses partenaires. Les deux parties veulent privilégier le dialogue et la concertation dans le but de parvenir à un bouclage réussi de cette opération d'enrôlement biométrique. Nous demandons aux fonctionnaires qui n'ont pas encore renseigné leurs fiches de le faire. Nous leur donnons jusqu'à la fin de ce mois pour le faire parce que des mesures seront prises à leur encontre. Donc j'exhorte tous les fonctionnaires qui ont les fiches d'identification, qui les renseignent et qui les transmettent au DRH pour validation, pour que ces fiches parviennent au ministère de la fonction publique pour la prise en compte au niveau du département des ressources humaines. Ce recensement biométrique additionnel concerne les pensionnés, les nouveaux fonctionnaires et les contracteurs temporaires. Dans ce lot, quelques 4 500 enseignants sont concernés. Le message que j'ai lancé aux enseignants non relais, c'est de ne pas abandonner les cours et que les agents de recensement viennent les trouver en classe pour ne pas que les cours soient perturbés, comme je l'ai annoncé ici au cours de la réunion. Nous-mêmes, enseignants, nous avons pris conscience que les enfants ont accusé un certain retard. Et c'est pour cela, pour combler ce retard-là, nous avons exigé à ce que les enseignants soient en classe. Aujourd'hui, toute une équipe travaille dans l'enceinte de la fonction publique, les communes de Conakry et les préfectures du pays, dans le but de satisfaire les retardataires. Les actions doivent prendre fin. Après cela, nous avions des mesures qu'on va envisager par rapport aux situations recueillies sur le terrain, notamment la situation des fonctionnaires en irrégularité. Ce sont des cas que nous devons rapidement examiner pour permettre à l'État d'alléger non seulement la masse salariale, mais aussi de diminuer les effectifs pour pouvoir créer d'autres possibilités. Selon les experts de la réforme administrative, dès la fin de ce mois d'avril, les salaires des pensionnés et agents non recensés seront gelés et consignés en attendant la justification de leur absence. La rénovation des 4 ponts de Tanéné a été démarrée il y a quelques semaines. Les travaux occasionnent cependant une certaine paralysie de la circulation à cet endroit. L'entreprise s'active pour achever le plus tôt que possible le chantier, mais en attendant, des horaires sont définis pour le passage des véhicules. Reportage Aboubakar Junior Camara.
À 100 km de la capitale, sur la nationale numéro 3, les 4 ponts de Tanene. Les travaux d'entretien de ces infrastructures d'intérêt public sont lancés depuis quelques semaines par le ministère des Travaux publics. Ces ponts vieux de 61 ans sont régulièrement entretenus pour ne pas céder sous le poids de l'âge. Ce qui est en train de se passer, les riverains le parlent et tout le monde le parle, malgré la tracasserie, puisqu'il faut un peu barrer la circulation pour permettre à l'entreprise d'évoluer. Malgré ça, les travaux se passent dans les règles de l'art. Metal Plus est l'entreprise qui exécute les travaux. Sur les lieux, les horaires sont définis pour le passage des véhicules sur le pont, pour éviter le bouchon et exécuter des travaux de qualité sans gêne. On commence le travail à 8 h du matin. Et on fait 4 heures de travail, on arrête à 12 h. De 12 h à 14 h, on laisse les gens passer tranquillement. Puis ça fait qu'on évacue tout le monde. Et puis on reprend à 14 h pour 17 h. Mais tout ce que je suis en train de faire actuellement, je le garantis, ça va faire encore 2 ans sans le toucher. Malgré ces embouteillages, quelques passagers approuvent la nécessité de la rénovation de ces infrastructures. Ils apprécient les travaux et appellent les autres à la patience. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc le travail est en train de bien se passer. Les gens sont en train de bien travailler. Parce qu'il y a 2 semaines, on a beaucoup souffert. Et moi, je suis régulier sur cette route-là. Je fais des allers-retours souvent. Mais ce que je vois actuellement vraiment me satisfait. Les travaux sont exécutés à 60%. En attendant leur fin, entre 8 h et midi et dans l'intervalle 14 h 17 h, les usagers prennent leur mal en patience. Toute la nuit par contre, jusqu'à 8 h ou encore de 12 h à 14 h, la circulation est fluide en ces instants précis. Ce chantier était prévu pour 2 mois, mais pourrait s'achever avant le délai contractuel, vu l'intensité actuelle des travaux. Et puis le ministre d'État à la Défense nationale était récemment à Moscou. Il est allé y prendre part aux travaux de la 7e conférence sur la sécurité internationale liée à la sécurité des personnes et de leurs biens. Dr Mohamed Djani y a également rencontré son homologue russe. Les 2 hommes ont paraphé des accords de coopération dans le domaine militaire. Compte rendu, sergent-chef Lamine Sanakamara, correspondant de la presse militaire. Nous sommes à Moscou dans la Fédération de Russie. Ici, le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale prend part à la 7e conférence qui se tient dans la capitale russe sur la sécurité internationale. Plusieurs sujets sont inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre, au nombre desquels le terrorisme, le banditisme transfrontalier, la piraterie maritime, le trafic de stupéfiants et d'êtres humains, la circulation illicite des armes légères, pour ne citer que cela. Dans son discours de circonstance, Dr Mohamed Djani a transmis au président Vladimir Poutine les messages de félicitations du professeur Alpha Condé suite à sa brillante réélection à la tête de ce pays ami et des messages de condoléances suite à un terrible incendie survenu en Sibérie le 25 mars dernier, un drame qui a endeuillé une 60aine de familles. Les difficultés d'adaptation des sociétés démocratiques africaines à la menace terroriste sont représentées par le coût du terrorisme qui est un fardeau pesant pour leur économie en pleine mutation. La difficulté de mise en place de nouveaux systèmes antiterroristes plus adaptés et les problèmes de conformité avec les droits de l'homme. Cette rencontre se tient au moment où plusieurs foyers de tension se dressent à travers le monde. Il s'agit donc de trouver des voies et moyens pour freiner ou endiguer ces phénomènes. L'ampleur des nouvelles menaces que colporte le terrorisme international exige plus que jamais des dirigeants du monde la mutualisation des efforts dans le noble but d'assurer la sécurité des citoyens et leurs biens qui groupissent encore sous la misère, devenue la cause principale de la migration clandestine, qui est elle aussi un autre sujet de préoccupation internationale. La sécurité est une affaire de tous les États. C'est pourquoi les nations doivent renforcer les équipements des forces de défense et de sécurité afin de lutter efficacement contre les phénomènes qui terrorisent la population mondiale. Je vous le disais dans les titres, pure tradition africaine avec l'inauguration d'un nouveau vestibule, c'est à Farana. Notre reporter Ansoumane Toumani Kamara revient sur le film de la cérémonie et surtout sur le rôle du vestibule dans la société mandingue. Suivez.
Ce rendez-vous de haute valeur culturelle commence par l'arrivée des différents chefs coutumiers de la contrée. La retrouvaille se fait autour de l'inauguration du vestibule ou bolon dans la langue du terroir. Comme l'arbre à palabres, cette case est un endroit où toutes les questions sont abordées. Ce vestibule, même si son architecture prend aujourd'hui la forme de la modernité, il demeure un lieu important dans la tradition mandingue. C'est au vestibule où la justice se rend au mandingue. C'est au vestibule où l'on parle de la paix dans la société mandingue. C'est au vestibule aussi où l'on parle de la parenté, n'est-ce pas, de la naissance, du mariage. Tout ce qui peut rendre, n'est-ce pas, l'harmonie dans la société mandingue est discuté au bolon. Ce vestibule modernisé et inauguré est le siège de la notabilité de Farana. Autour du doyen siègent les représentants des différentes communautés de la ville. Les problèmes sont discutés ensemble et les décisions sont collégiales. Le vestibule est un lieu sacré et un lieu assermenté. Les gens qui doivent être dans ce vestibule doivent être des hommes saints, des hommes assermentés, des hommes qui vont se battre pour l'unité du pays, pour l'unité des fils de Farana. Des délégations venues de toutes les régions du pays pour une retrouvaille qui prend l'allure d'une fête traditionnelle. Ce vestibule va représenter un lieu social, un lieu où tous les sages, tous les parents de Farana doivent se rencontrer pour discuter des problèmes de famille, des problèmes de litige, tout ce qui peut unir les Faranaka. Ce vestibule vient conforter ceux des autres entités sociales de la ville dans leur rôle traditionnel de règlement de toutes les affaires de la cité. Fini ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes de la RTG Coloma.